Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Rapidement, un coup d'œil sur les quelques titres de l'actualité de cette journée, avec tout d'abord, et c'est ce qu'il y a de plus récent, les incidents d'hier soir, les bagarres aux abords du Palais des Sports à Paris. Au départ, il s'agissait d'un meeting d'ordre nouveau, nous allons y revenir. Les problèmes pétroliers aussi entre la France et l'Algérie. La parole est maintenant au président Boumedienne après le mémorandum de Paris à Alger. Le sauvetage des deux pétroliers britanniques par le porte-avions français Clémenceau, nous verrons les images. Sport, le 21e Paris-Nice, prologue cet après-midi, et en ski, Anne-Marie Preul qui remporte la Coupe du Monde. Et puis, comme nous avons pris l'habitude depuis le début de cette semaine, nous reviendrons dans ce journal sur des problèmes qui touchent le monde rural, la défense de la nature, et puis aussi, au cours d'Hebdo-Midi, le rôle des femmes dans l'exploitation agricole. Commençons, si vous le voulez bien, par ce qui constitue justement l'événement le plus récent, c'est-à-dire le meeting d'hier soir au Palais des Sports. Un meeting qui a mal tourné, comme on pouvait un petit peu s'y attendre. Trois forces en présence, les participants à la réunion d'ordre nouveau, les contre-manifestants gauchistes et un important service d'ordre. Des slogans, on en est rapidement passé aux affrontements, à l'incancesse, des bagarres d'une violence d'ailleurs exceptionnelle qui ont fait 80 blessés parmi le service d'ordre. Dès 19h, le service d'ordre nouveau, renforcé par des militants du NPD, le parti néo-nazi allemand, était en place devant le Palais des Sports. Casques, matraques et longues lances à la japonaise. Dehors, les contre-manifestants gauchistes commencent à se rassembler et leur pression se fait assez vite forte. Ils attaquent le meeting à coups de boulon, à coups de pavés. La tension monte, les heurts se multiplient et bientôt c'est l'intervention des forces de police. Les CRS entreprennent de dégager la place et les abords du Palais des Sports. Cocktail Molotov, grenades lacrymogènes. Des chocs particulièrement durs. Bientôt, les abords de la place seront dégagés et le meeting pourra commencer. À l'intérieur du Palais des Sports, 3000 personnes environ. Je vous salue, ouvriers et Monsieur patrons, François Brignot. salariés et membres des professions libérales, intellectuels et manuels, qu'un mélange d'angoisse et d'espérance a poussé ici ce soir. Vous regardez votre pays et vous vous demandez de quel cauchemar vous êtes la victime. Dehors, les affrontements vont se poursuivre, d'une part entre les CRS et les contre-manifestants gauchistes. Et là, vous allez voir, ce sont les contre-manifestants gauchistes qui chargent. Mais il y aura également des affrontements entre les membres du service d'ordre nouveau et des carrés de manifestants gauchistes. Dans les deux cas, les chocs sont très durs. Ici, précisément, des membres d'ordre nouveau apportent au CRS un manifestant gauchiste qu'ils viennent de capturer et de sévèrement corriger. Le calme ne reviendra que très tard, en fin de soirée, vers 11h30 minuit. M. Marcelin, ministre de l'Intérieur, est venu sur les lieux. Des images très violentes, je pense qu'il est bon de rappeler qu'il s'agissait malgré tout d'une manifestation et de heurts qui sont déroulés dans un périmètre très restreint, très limité de la région parisienne. À propos de cette forme d'agitation, il faut d'ailleurs signaler le procès en ce moment des Katangais qui s'est ouvert hier à La Roche-sur-Yon. Vous vous souvenez sans doute de ces jeunes gens dont on avait beaucoup parlé en mai 68. Ils comparaissent pour vol qualifié et le jugement devrait être prononcé soit ce soir, soit demain.
Le pétrole, une fois de plus, revient à la une de l'actualité avec le différend entre la France et l'Algérie. Hier, le Premier ministre, M. Chaban-Delmas, a fait remettre un mémorandum à ce sujet à l'ambassadeur d'Algérie. C'est une position de fermeté devant les nationalisations algériennes. Et tout cela, Guy Claes, mérite quelques explications, du moins, disons, du point de vue politique. Oui, ce qui est remarquable, je crois, c'est qu'en admettant que l'Algérie puisse nationaliser les avoirs, ou la plus grande partie des avoirs des compagnies françaises, le gouvernement français semble considérer que peut-être le moment est venu de tourner une page. C'est la page de la période post-coloniale, avec ses liens privilégiés, ses réactions sentimentales, et qu'il faut maintenant parler politique et parler affaires en gens sérieux. Et parler affaires en gens sérieux, eh bien, cela veut dire que si l'Algérie veut prendre le contrôle de ses ressources pétrolières, eh bien, il faut et si elle veut en même temps poursuivre une politique de coopération avec la France, eh bien, il faut conclure un accord sérieux, précis, limité dans le temps, et qu'il faudra le respecter. Et ce serait sans doute cela, au fond, vraiment l'achèvement de la décolonisation. Paris n'y est pas du tout opposé, mais à condition qu'Alger soit prêt vraiment à assumer toutes les conséquences politiques et économiques de ces actes, qu'on soit prêt à traiter entre deux nations adultes. Et bien sinon, l'Algérie deviendrait pour la France un pays comme tant d'autres avec lesquels elle entretient des relations de coopération. Je n'en cite pas, mais enfin, ça serait un pays comme les autres. Alors jusqu'à présent, ce n'était pas un pays comme les autres, et qu'il peut subsister tout de même une certaine forme de coopération privilégiée. Donc fermeté, mais tout n'est quand même pas fermé pour les négociations qui s'engagent entre le gouvernement algérien et les compagnies pétrolières. Pour le reste de l'actualité française, il faut revenir bien sûr à l'actualité des élections municipales, avec cette fois-ci Gérard Nicou qui se lance à son tour dans la bataille. Il a l'intention d'aller porter la contradiction à 3 ministres candidats, et cela dans le fief même de ses membres du gouvernement. D'abord Chamalières pour M. Giscard d'Estaing, ensuite Gérard Nicou a l'intention de se rendre à Libourne, la ville de M. Robert Moulin, le ministre de la Santé publique, et enfin Dinan pour M. René Pléven, le garde des Sceaux. Sur le plan social, toujours les mêmes chapitres, les navigants des compagnies aériennes, les pompistes, on discute toujours, et les dockers. Les cadres, eux aussi, ont l'intention de manifester leur mécontentement devant les orientations du 6e plan. Et puis, il y a les fonctionnaires. Cet après-midi, une dernière rencontre doit avoir lieu entre le gouvernement et les syndicats. La discussion est mal partie, et il est bien probable qu'aucun syndicat ne signera cet accord. Bernard Olivier a d'ailleurs rencontré tout à l'heure l'un des représentants de ces fonctionnaires en colère, et il lui a demandé les raisons de ce refus. Au-delà des revendications syndicales, n'applique même pas pour nous ce qu'il a accordé dans d'autres secteurs, le secteur nationalisé en particulier. Alors le détail de ces mesures. Le détail. Sur le problème de la majoration du traitement de base, le gouvernement est à 5,70, le secteur nationalisé a eu un minimum de 6. Pour les zones de salaire, nous sommes insuffisamment traités. Le problème des retraites est lui-même retardé, et même il n'applique pas ce que nous avions signé à Force ouvrière il y a 1 an maintenant. Alors l'an dernier vous avez signé, cette année vous ne signez pas, il y a aussi un problème de rattrapage. Et en même temps, là, une grosse discussion porte sur le problème du rattrapage. Il y a un décalage considérable si on considère la situation de la fonction publique par rapport aux autres catégories cette année par rapport à l'année 1970. Et ce n'est pas les 0,30 € proposés par le gouvernement qui peuvent nous donner satisfaction. Bon, alors maintenant, aucun des syndicats n'a accepté ou n'acceptera tout à l'heure de signer. Du moins ça paraît vraisemblable. Est-ce qu'on peut s'attendre à une grève dans la fonction publique très rapidement? Si le gouvernement maintient ses positions, aucun moyen possible pour l'action syndicale n'est à exclure de la manifestation, par exemple à la grève. Il arrive parfois que ces conflits sociaux posent des problèmes très terre-à-terre, très concrets, lorsque par exemple un directeur d'usine ou des cadres ou même des employés se retrouvent enfermés à l'intérieur même de l'entreprise. C'est ce qui se passe depuis le 22 février dernier à l'usine d'Air Liquide de Richemont en Moselle. Les cadres non grévistes sont restés à l'intérieur, les grévistes refusent de laisser pénétrer des matières premières nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et finalement le ravitaillement se fait par hélicoptère. Une enquête de notre station de Nancy. Depuis le 22 février, les syndicats CGT et CFDT ont déclenché une grève nationale à la société Air Liquide. À la filiale de Richemont, en Moselle, sur 90 personnes, 51 ont suivi les consignes de grève, mais les agents de maîtrise sont tous au travail. Les grévistes se sont engagés à respecter la liberté du travail, mais en même temps, ils refusent de laisser entrer à l'intérieur de l'usine les matières premières qui assurent son fonctionnement. L'approvisionnement se fait donc par héliportage. Les barils sont embarqués au village de Florange et déposés quelques instants plus tard dans la cour de l'usine, un trajet de 3 km environ. Pour faire tourner l'usine, il faut en effet par jour 1 tonne de soude et une égale quantité de fioul.
En poursuivant la fabrication, l'entreprise entend d'une part préserver son prestige, d'autre part, sur le plan pratique, poursuivre la desserte du bassin en oxygène liquide par pipe. Tout arrêt aurait en effet des répercussions sérieuses sur la production des aciéries. Sur la scène internationale, une déclaration importante de M. William Rogers, le secrétaire d'État américain, importante parce qu'elle fait le point de la position de Washington sur deux grands chapitres internationaux. Il s'agit du Sud-Est asiatique et du Moyen-Orient. À propos des déclarations menaçantes de M. Chou En-lai à Hanoï, le secrétaire d'État américain a indiqué qu'à son avis, il s'agissait là de propagande. Et les États-Unis, a-t-il dit, ont plutôt tendance en ce moment à retirer leurs troupes du Vietnam. Quant au Proche-Orient, M. Rogers estime que la situation là-bas est explosive. La fin du cessez-le-feu, selon lui, fait naître véritablement un nouveau risque de guerre. Nous vous parlions hier de ce double drame de la mer au large du Cap Finistère, en Espagne, ces deux pétroliers britanniques qui, l'un après l'autre, se sont retrouvés en difficulté. Finalement, le porte-avions français Clémenceau et l'escorteur Surcouf se sont portés à leur secours. Le point ce matin avec Daniel Casal et sur des images d'Alain Darchy. Sous les nuages que traverse le breguet atlantique de la 24e flottille de l'Anbiwe, voici l'Ocean Bridge, ce tanker de 125 000 tonnes à l'agonie depuis l'explosion qu'il a embrasé lundi en fin d'après-midi, alors que venant d'Amsterdam, il se dirigeait vers la Sierra Leone. Le commandant de l'Ocean Bridge est porté disparu, 5 des 60 hommes d'équipage sont plus ou moins gravement brûlés. Cela se passe à 157 km du Cap Finistère. Blessés et survivants ont abandonné le pétrolier pour se réfugier sur le British Comet, un autre pétrolier qui s'est détourné de son chemin pour porter secours aux navires en détresse. Mais à son tour, le British Comet est immobilisé, une voie d'eau s'est déclarée à bord et a noyé les machines. Alors, le Clémenceau, qui manœuvre plus au sud avec l'escadre de l'Atlantique, se dirige vers les deux navires qu'il rejoint mardi à 5 heures du matin. Ces hélicoptères déposent une équipe chirurgicale sur le British Comet, puis débarque à bord de l'Océan Pacifique une équipe qui va baliser l'épave afin de la signaler aux navires qui croisent dans les parages. L'escorteur d'escadre Surcouf, portant la marque de l'amiral Dye, commandant l'escadre de l'Atlantique, arrive à son tour. Il va monter la garde auprès de l'Ocean Bridge qui s'enfonce lentement dans la mer. Il n'y a plus rien à faire pour ce bâtiment qui est considéré comme perdu. Pendant que le Surcouf surveille l'épave, le Clémenceau se rapproche de la côte espagnole pour permettre à ses hélicoptères de ramener à terre les deux blessés les plus atteints. Sur les lieux mêmes du drame, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver le commandant de l'Ocean Bridge, mais il semble peu probable que le commandant Pyle ait survécu à son bâtiment. L'actualité sportive, Michel Drucker. Alors là, bien sûr, on reparle encore du match Cassius Clay-Joe Frazier avec beaucoup de titres dans les journaux. À ce sujet, on est un peu sévère d'ailleurs pour Cassius Clay. En effet, la France entière, on peut dire l'Europe entière, a regardé hier à la télévision avec un décalage de 24 heures ce championnat du monde des poids lourds. Il suffit de regarder d'ailleurs la presse parisienne du matin. Vous voyez ici Paris Jour, première photo couleur du match du siècle. Le Parisien aussi, un très grand titre, un peu sévère, vous l'avez dit Jean-Michel Desjeunes. Frazier, l'oncle Tom a effacé la légende de Cassius Clay l'imbattable avec des photos à l'appui. Et la photo de ce 11e round avec Clay au tapis. L'équipe aussi, Clay c'est fini, Frazier l'a humilié, c'est un petit peu sévère, surtout quand on voit le faciès de Frazier qui est très marqué quand même. Qui est très marqué. Et même André Guérin, notre confrère de l'Aurore, qui consacre tout son éditorial, Cassius Clay, déchu, n'exagérons pas quand même. Et là, M. Guérin fait allusion bien sûr aux sommes fabuleuses, près de 20 milliards d'anciens francs, qui sont rentrés dans les caisses des organisateurs. Et à ce propos, un expert fiscal new-yorkais a déclaré ce matin que Clay et Frazier ne toucheront en définitive qu'un quart de leur bourse fabuleuse. C'est ainsi que Clay, qui a touché au départ 1 400 000 francs, c'était le montant de la bourse, après déduction des frais et des impôts, il lui restera à peine 200 millions d'anciens francs, ce qui est déjà pas mal. Quant à Frazier, pour lui le décompte est un petit peu plus compliqué car Frazier est à la tête d'une société par action fondée sur la réussite de sa carrière, mais il touchera tout de même 500 millions d'anciens francs, ce qui est une somme assez confortable. Et bien entendu, quand on parle milliards, eh bien vous vous en doutez, on parle déjà de revanche. Et la revanche, elle est quasi certaine, elle aura lieu en été dans le forum de Los Angeles qui peut contenir 18 000 personnes. Quand on pense que le premier combat rapportait 20 milliards, vous pensez on n'allait pas laisser passer une revanche et pourquoi pas une belle. Voilà, c'est une nouvelle qui a été annoncée par un journal californien
Californien ce matin. Voilà pour le combat du siècle qui est provisoirement terminé. Nous allons parler ski aussi dans un petit instant, mais je pense que nous allons pouvoir faire un tour du côté de Dourdan Oui. pour le 21e Paris-Nice. C'est la première course par étape de la saison. Je crois que Jean-Michel Leleux nous entend et il a froid, me semble-t-il. Oui, Michel, effectivement, je crois que vous êtes beaucoup mieux dans le studio qu'ici au sommet de la côte de Dourdan, car c'est de Dourdan qu'aujourd'hui va démarrer la première grande course cycliste de la saison, à savoir le Paris-Nice. Paris-Nice qui est devenu majeur. Et vous savez que les coureurs se sont reposés, certains se sont reposés. Je m'arrête quelques instants parce qu'un merveilleux tracteur vient de passer juste dans le champ, comme l'on dit ici, et vont reprendre sérieusement après un entraînement d'1 mois à peu près sur la Côte d'Azur, la saison cycliste 1971. Que vous dire sur ce Paris-Nice? C'est bien qu'il y aura tout d'abord une course contre la montre, une course de côte contre la montre cet après-midi de 1 km 700 qui ne devrait pas théoriquement creuser les écarts. D'autant que 5 secondes, 4, 3, 2 et 1 seconde récompenseront les 4 premiers. Donc le vainqueur de cette étape contre la montre cet après-midi partira demain avec le maillot blanc de leader. Mais 5 secondes, ce n'est pas grand-chose quand on connaît le parcours et les difficultés de ce Paris-Nice. Ensuite, nous irons à Troyes. Ce sera pour jeudi, vendredi à Autun, samedi à Saint-Étienne, dimanche à Bolène, lundi à Saint-Rémy-de-Provence, mardi à Draguignan et mercredi arrivé à Nice et le sommet de la Turbie avec l'étape contre la montre habituelle de 9 km 500. Sur les pentes de la Turbie. Des étapes courtes, 170 km en moyenne, et des contre-la-montre, comme l'on dit, peu importants, à savoir cet après-midi 1 km 500, vendredi à Autun 4 km 700 et la Turbie 9 km 500. Les favoris, évidemment, Merckx, puisqu'il a déjà remporté le Tour de Sardaigne cette année et qu'il a une équipe encore plus forte que celle de l'an dernier. Il y a aussi Janssen, Bitossi, Gösta Petersen qui a terminé 2e au Tour de Sardaigne, c'est l'aîné des Petersen. Il y a Luis Ocaña 2e du Tour de Levant derrière Lopez Rodriguez l'Espagnol, Zoutmelk que l'on doit toujours craindre, le Hollandais, Raymond Poulidor pourquoi pas qui est en forme que nous avons vu ce matin. Il y a du côté français Groscoste, Bellone, Aymar, Catio, Le Thor et Perrin qu'il faudra surveiller et ce sera aussi l'occasion pour certains jeunes de confirmer leur valeur déjà prouvée chez les amateurs, à savoir Millard et surtout Ezard notamment. Donc départ cet après-midi dans le froid, nous retrouverons le soleil, c'est une habitude dans la course au soleil après Saint-Étienne, du moins nous l'espérons, et nous espérons aussi que nous assisterons à une merveilleuse épreuve, comme tous les ans. Ici, Dourdan, il fait toujours très froid. À vous, Michel. J'espère, Jean-Michel Leleux, que vous trouverez le soleil à Saint-Étienne. Ça n'est pas sûr, car le match de football Saint-Étienne-Metz est annulé en raison du dégel et du verglas. Le ski, Jean-Michel, vous l'avez dit en titre. Oui, vous l'avez dit en titre. Anne-Marie Pröll, l'Autrichienne, a remporté définitivement la Coupe du Monde. Elle avait 23 points d'avance sur Michel Jacot au départ du slalom géant d'Abetone en Italie. C'est Anne-Marie Pröll qui a gagné devant Jacot. La Coupe du Monde chez les femmes est terminée. Chez les hommes, attendons samedi. Je vous propose, comme convenu, de revenir maintenant à certains problèmes du monde rural. Pour cette semaine, Télémidi consacrée en partie à ce sujet. Nous avons demandé, bien sûr, à un certain nombre de nos camarades de province de venir nous parler de cas particuliers qui posent des problèmes intéressants. Vous voyez ces cigognes qui se trouvent derrière moi. En Alsace, c'est bien sûr tout un symbole et l'on fait tout pour qu'elles conservent l'habitude de venir se réfugier, s'arrêter en tout cas dans cette région. Pourtant, l'avenir est un petit peu inquiétant à ce sujet et il se pose là-bas, François Poulet-Matisse, une question plus générale de protection de la nature. Oui, le problème précis est d'éviter la disparition du ride. Qu'est-ce que c'est que le ride? Eh bien, le ride, c'est une zone qui est humide et qui est pauvre en général. Une zone constituée de forêts, de faune et de flore. Et d'une faune et d'une flore qui sont excessivement riches. On y trouve des plantes qu'on ne trouve nulle part ailleurs. En France, on trouve aussi du gibier et des oiseaux rares, et notamment les cigognes qui y passent pendant l'été. Or, ce ride est menacé, l'agriculture se mécanise et peut maintenant rentabiliser plus facilement les grandes surfaces. Alors on draine l'eau, on canalise, donc le ride s'assèche, et si on assèche le ride, c'est un petit peu tout l'équilibre naturel de l'Alsace qui est perdu. Alors les Alsaciens se sont inquiétés. Ils se sont inquiétés et une association, l'Association régionale de protection de la nature, a décidé d'acheter une petite partie du ride. Et bien c'est là que nous vous proposons de vous emmener maintenant sur un reportage de Georges Tourlet et des images de Christos Camilleris. Avez-vous déjà entendu parler du ride d'Onnenheim? Denise? Le ride est fait de forêts, de pâturages et de prés. Très bien. Et actuellement, qu'y a-t-il encore? François? Il y a des fleurs rares et des oiseaux migrateurs qui s'arrêtent seulement à cet endroit. Oui, très bien. Qui fait-on encore actuellement? Désiré? Le ride d'Alsace constitue une des 200 régions humides d'Europe et d'Afrique du Nord reconnues d'importance internationale.
Sa valeur, il la doit à ce qu'il est demeuré longtemps en dehors du courant de la civilisation. Comparé aux fertiles terrasses du Leuze, toutes proches, le ride devait en effet décourager l'agriculture. Peu hospitalier pour l'homme, il a conservé sa faune riche, ses plantes rares. De même, les tumuli, vestiges de civilisation celte, épargnés par la charrue, ont survécu pendant des millénaires. La densité de gibier, des mammifères et des oiseaux nicheurs est ici exceptionnelle. Mais le ride possède en outre une grande variété de plantes rares, parmi lesquelles certaines sont uniques en France. Les orchidées sauvages, l'ail parfumé, la gentiane pneumonante, l'iris de Sibérie et le glaïeul du ride. La nécessité de protéger le ride d'Alsace contre les opérations de drainage et contre l'urbanisation s'impose. C'est pourquoi le Fonds mondial pour la nature vient d'aider l'association régionale pour la protection de la nature à l'achat d'une petite parcelle du ride. Nous essayons d'acheter un certain nombre de parcelles pour les conserver, mais il y a aussi un autre problème. Il faut savoir si le ride restera humide. Le problème, c'est le problème du maïs. Il y a actuellement une vogue extraordinaire du maïs qui est bien acheté sur le marché international et qui influence l'agriculture française dans toutes ses parties, dans le Midi comme dans le Nord. Eh bien, la solution, à notre avis, ce serait de zoner le ride, c'est-à-dire de distinguer des zones qui sont propices au maïs, c'est-à-dire qui sont un peu élevées, qui ne sont pas inondables, dans lesquelles les agriculteurs alsaciens feraient un grand profit par le maïs. Mais d'interdire au maïs, en quelque sorte, les zones inondables et qui, par conséquent, resteraient un ride authentique. Avec l'achat de ces quelques hectares, c'est, espérons-le, l'amorce d'un mouvement de sauvegarde. Dans une région comme l'Alsace, où le niveau de vie est élevé, la valeur économique des zones humides est secondaire par rapport à leur valeur esthétique, récréative, éducative et scientifique. Il faut maintenant choisir par conséquent, ou bien l'on fera du ride une beauce, ou bien il restera tel qu'il est, c'est-à-dire pauvre et inexploité. Nous allons rester un petit peu à la campagne, en compagnie de Paul Lefebvre et pour Hebdo Femmes. Cette semaine donc, les magazines de Télémidi sont plus particulièrement consacrés aux problèmes du monde rural. Et en ce qui concerne les femmes, les problèmes ne manquent pas. Pour situer les choses, rappelons qu'il y a actuellement en France 1 270 000 Françaises dans ce monde rural. Elles étaient plus de 3 millions au début du siècle. Tout le prouve, la paysanne tend à disparaître pour faire place à une femme dont l'importance grandit non seulement au sein de la cellule familiale, mais aussi et surtout dans l'exploitation agricole. Une enquête récente montre qu'une rurale sur deux estime que son poids dans la cellule familiale a augmenté depuis quelques années. D'autre part, 32% des femmes interrogées, toujours dans ce monde rural, estiment qu'elles passent beaucoup plus de temps à s'occuper de l'entreprise agricole. Mais là, il y a un élément intéressant et nouveau. 6 femmes sur 10 estiment participer de plus en plus à la gestion de l'entreprise. Cette gestion, cette responsabilité nouvelle, c'est le sujet que nous avons choisi de traiter aujourd'hui. Gestion, cela veut dire comptabilité, formation. La grande majorité des femmes n'ont reçu aucun enseignement en ce sens. Depuis 2 ans, plusieurs syndicats agricoles ont créé de véritables écoles de comptabilité adaptées aux problèmes des exploitations rurales. Un exemple, dans la Manche, une enquête d'Édouard Laure sur les images de Jean-Louis Bousser. Les comptes de stock. Classe 4. De plus en plus, les agriculteurs ont des décisions à prendre. Ils doivent les prendre donc en connaissance de cause. Et ce ne serait-ce que pour investir ou dans leur coopérative, ils doivent être compétents. Et pour être compétents, il faut qu'ils se forment.
C'est là en effet le but de ces cours donnés par des agriculteurs pour des agriculteurs et supervisés par des techniciens de la comptabilité. La majorité des élèves sont des femmes, c'est une petite révolution dans le monde agricole. La femme prend en main la gestion de l'exploitation. Deux exemples. Tout d'abord, une femme d'agriculteur. Elle a commencé il y a 17 ans avec une dizaine de vaches. Aujourd'hui, elle en a 45. Est-ce que cette comptabilité vous aide pour, par exemple, les investissements qu'il faut faire dans la ferme? Oui, surtout d'autant plus que mon mari l'a pratiquant depuis 5 ans dans le cadre du groupement masculin. Ça nous a apporté une meilleure connaissance de notre exploitation, de la marge de l'exploitation, et puis surtout une vision plus claire de notre situation financière. Hein. Et de là, c'est comme ça que nous avons pu voir vraiment quel genre d'investissement nous devions faire. Et pour nous, c'était sur le troupeau, puisque nous y centrés complètement sur les laitières. Est-ce que cela ne vous gêne pas de retourner à l'école? Oh, pas du tout. Je pensais au bois, l'électricité, des tas de choses comme ça. Deuxième exemple, une mère de famille, 3 enfants en bas âge, sa ferme a pris de l'essor, elle veut savoir jusqu'où elle peut aller pour rendre son exploitation rentable. Dans l'avenir, on sera obligé de tenir une comptabilité vraiment réelle. C'est pour ça que je me suis mise. Quelle est la superficie de votre exploitation? 20 hectares. Et votre mari intervient dans la comptabilité de la ferme? Pas très souvent, mais il est obligé quand même, pour certaines choses, parce que une femme ne connaît pas tous les détails qui entrent dans la gestion. Est-ce que vous trouvez normal que ce soit une femme qui s'occupe de ces questions financières? Oui, parce que mon mari ne peut pas être aux deux places. Pendant que son mari travaille sur la ferme, elle s'occupe du poulailler. Aujourd'hui, elle a 8800 poules, environ 7000 œufs par jour. Grâce au cours qu'elle suit, elle a calculé que son poulailler pouvait atteindre 10 000 poules et rester rentable pour la ferme. En fait, ces cours n'intéressent que ceux qui possèdent une superficie minimum, des possibilités d'extension et d'investissement, et surtout du temps libre. Cette femme s'occupe d'une treilleuse électrique dans sa ferme chaque jour. Elle s'occupe également de sa maison et de ses 6 enfants. Elle aimerait prendre des cours, elle en aurait besoin, mais avant 2 ou 3 ans, elle n'aura pas le temps. Là, tu manges? Je vais manger. Oui. Madame, vous passez combien de temps aux travaux de la ferme par jour? 2 heures le matin environ et 2 heures le soir. Et des jours, des fois plus. Et le reste du temps, vous vous occupez de votre famille, de votre maison? La famille, mon intérieur. Vous vous occupez également de la gestion de cette ferme? Oui. Est-ce que vous pensez que pour une femme, ça n'est pas trop compliqué? Oui, ça devient plus compliqué avec tous les problèmes actuels, tous les investissements qu'il faut faire. Et il faut bien calculer avant de réaliser quelque chose, voir si c'est rentable ou pas. Il ne faut pas se lancer dans une construction sans savoir si on aura un moyen au bout. Est-ce que vous ne pensez pas que d'ici 1 an ou 2, vous aurez vous aussi besoin de cours de comptabilité? Oui, c'est certainement indispensable. D'autres pensent qu'ils ont déjà une formation suffisante, les jeunes en général, mais les jeunes qui s'installent sont de plus en plus rares. Nous en avons rencontré. Elle a 21 ans, mariée depuis 1 an et demi, un enfant de 10 mois. Elle est pessimiste et si elle n'a pas l'amour de la terre, elle reste là car elle a confiance en l'avenir. J'ai refusé parce qu'il m'en manquait du temps aussi cette année, parce que j'ai un petit qui me passe beaucoup de temps. Et j'ai suivi une formation assez importante, j'estime, pour l'instant. Vous avez déjà pris des cours? Des cours, non, mais j'étais à l'école 4 ans, où j'avais des cours de comptabilité tous les jours. Il est assez rare que les jeunes restent à la campagne comme ça. Est-ce que vous n'avez pas eu envie un jour de quitter la terre? Si, j'ai eu envie, à ma 4e année, à l'Institut rural. Mais par des cours et par des visites des exploitations, j'ai vu que c'était une solution comme une autre. C'était bien. Pour moi, c'est plus intéressant de travailler dans une usine, vous savez. Qu'est-ce que vous pensez des jeunes qui partent comme ça? Qu'est-ce que j'en pense? Je les comprends. Il y en a, je les comprends. S'ils n'ont pas de situation, une fille, c'est peut-être
moins compréhensif. Mais pour un garçon qui n'a pas d'exploitation valable, vous savez, commencer à en monter une de 40 hectares, c'est presque impossible. Impossible. Nous, on suppose, on n'aurait pas pu se permettre si les beaux-parents ne nous auraient pas aidés. Et mes parents, ce serait impossible. Vous avez ce qu'on appelle l'amour de la terre? Peut-être pas. Je pense là qu'il ne faut pas généraliser, mais il est vrai que les conditions de vie de la femme dans les campagnes évoluent moins vite dans le sens du confort que dans les villes, bien sûr. Et puis, il y a aussi et surtout le problème de l'avenir dans l'agriculture. Les femmes sont inquiètes, un chiffre le prouve, le montre. 94% des femmes sont favorables à la limitation des naissances dans le monde rural. Première motivation, l'incertitude de l'avenir des exploitations agricoles. Eh bien, courant froid et courant chaud à la Bourse de Paris. Courant froid, il est certain que les batailles rangées entre les extrémistes à Paris ainsi que le climat social qui reste tendu inquiètent le marché. Mais d'un autre côté, tout le bouillonnement autour de la politique de l'épargne qui se cherche en France fait toujours bon effet à la Bourse de Paris. Et puis également, il y a eu le mémorandum très ferme du gouvernement français auprès des autorités d'Alger et qui montre que tout de même le gouvernement ne veut pas se laisser faire. Vous voyez que les pétroles d'Aquitaine aujourd'hui montent, 536, 537. Il semble que la hausse des prix du gaz soit maintenant acceptée par le ministère des Finances. Ce n'est pas encore officiel, mais les prix qui étaient bloqués seraient légèrement rajustés. Du côté des banques, Comptoir des entrepreneurs et Sovac montent aujourd'hui. Il y a des résultats qui sont bons dans ce secteur, notamment dans le domaine du crédit immobilier. Récemment, la compagnie française d'épargne et de crédit annonçait des résultats en augmentation. Mais sur ce tableau, c'est LMT, encore elle, qui monte. Vous voyez que le cours atteint 1483 et même 1486. C'est un marché qui est très suivi, ainsi que sur la Générale des Eaux. Sur ce marché, on parle de répartition d'actions gratuites, les actionnaires aiment beaucoup ça, mais ce n'est pas officiel. Cofimer également se ressaisit après une période de relâchement. Du côté des hausses, eh bien, en dehors de l'MT et de Générale des Eaux, il y a par exemple la Paternelle et du côté des affaires de sucreries, les raffineries de Saint-Louis. À la corbeille des agents de change, voici des baisses. À la corbeille des agents de change, il y a tout de même la baisse aujourd'hui de Michelin qui a fait mauvais effet. À vous signaler l'introduction hier des actions de la Commerzbank, c'est la troisième banque privée allemande, et les cours ont été de 436 francs. Voilà un pont entre l'Allemagne et la France, et c'est la troisième grande banque internationale qui se trouve ainsi négociée en moins de 5 mois à la Bourse de Paris. Autrement dit, Paris s'internationalise. Je crois que de ce côté-là, il y a un progrès. On a beaucoup parlé également de la fermeté de la Bourse de New York avec un marché extrêmement actif. Les valeurs allemandes ici sont représentées par américaines, ITT, qui gagne 2 francs 10, mais c'était surtout Schlumberger aujourd'hui qui était en vedette à la Bourse de Paris. Sur le marché de l'or, calme plat, 6940, hier on cotait 6950, quant au Napoléon, c'était strictement le même cours. Bourse de Paris, donc un peu décousue, mais avec tout de même des points de fermeté. À vous, Paul Lefebvre. Merci, j'allais dire Michel Tardieu. Merci Gérard Vidalanche. Ainsi se termine Télémidi. Vous avez rendez-vous avec Jean-Pierre Quittard pour d'autres informations à 18h30. Et Télésoir, 19h45, vous sera présenté par Philippe Gildas. Bonne journée.